L'été 1989 à Montpellier était particulièrement chaud et ensoleillé, créant l'atmosphère parfaite pour les vacances d'été que deux meilleurs amis, Julien Moreau et Alexandre Dubois, tous deux âgés de 16 ans, avaient planifié avec l'enthousiasme typique de l'adolescence. Julien, un jeune homme aux cheveux blonds bouclés et aux yeux bleus perçants, était le fils d'un professeur de lycée respecté et d'une infirmière travaillant à l'hôpital universitaire de la ville. Alexandre, plus grand et plus mince, avec des cheveux bruns et un sourire contagieux, venait d'une famille d'artisans. Son père était menuisier et sa mère tenait une petite boutique de fleurs dans le centre historique de Montpellier. Les deux adolescents étaient inséparables depuis leur première année de collège, partageant une passion commune pour les motos, la musique rock et les aventures qui caractérisent cette période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Le 23 juillet 1989, un dimanche matin radieux, Julien et Alexandre informèrent leurs familles respectives qu'ils partaient pour une excursion d'une journée à la plage de Palavas-les-Flots, une destination populaire située à environ 15 km de Montpellier. Ils avaient emprunté le vélomoteur du père d'Alexandre, un Peugeot 103 bleu marine, qui était leur moyen de transport habituel pour leurs aventures estivales. Les deux amis portaient leurs vêtements d'été typiques, shorts, t-shirts et sandales, avec des sacs à dos contenant des serviettes, de la crème solaire et l'argent de poche qu'ils avaient économisé grâce à leur petit boulot. Leur famille les vit repartir vers 10 heures du matin, pleins d'énergie et d'excitation, promettant de rentrer avant le coucher du soleil pour le dîner familial dominical. Cependant, quand la nuit tomba et que ni Julien ni Alexandre n'étaient rentrés chez eux, l'inquiétude commença à s'installer dans les deux familles. Les parents tentèrent d'abord de les contacter par tous les moyens possibles, appelant leurs amis communs, se rendant aux lieux qu'ils fréquentaient habituellement, et même se déplaçant jusqu'à Palavas-les-Flots pour les chercher. Quand leurs recherches ne donnèrent aucun résultat, ils contactèrent la gendarmerie locale dans la soirée du dimanche. Les autorités lancèrent immédiatement une recherche qui s'intensifia rapidement, impliquant la gendarmerie maritime, les pompiers et des centaines de volontaires de la communauté locale qui peignèrent méthodiquement la côte méditerranéenne, les routes secondaires et tous les endroits où deux adolescents aventureux auraient mal et pu se retrouver en difficulté. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, sans qu'aucune trace des deux amis ne soit découverte. En 2001, 12 ans après leur disparition, une découverte inattendue dans une casse automobile abandonnée révélerait enfin la vérité sur ce qui était arrivé à Julien et Alexandre. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. La découverte qui allait enfin révéler le sort de Julien et Alexandre survint par un après-midi pluvieux d'octobre 2001, lorsque Marcel Fontaine, un ferrailleur de 58 ans, explorait une casse automobile abandonnée située dans la zone industrielle de Baillargues, à une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier. Marcel, qui récupérait des pièces détachées pour son commerce de ferraille, était en train d'examiner les véhicules entassés dans cette casse oubliée depuis des années, quand son attention fut attirée par quelque chose d'inhabituel dans une pile de voitures compactées au fond du terrain. En s'approchant pour mieux voir, il découvrit les restes rouillés d'un Peugeot 103 bleu marine, partiellement écrasé sous une Renault 5 qui avait été compactée des années auparavant. Ce qui rendit cette découverte particulièrement troublante, c'est que le vélomoteur semblait avoir été délibérément caché sous les véhicules, et Marcel pouvait distinguer ce qui ressemblait à des restes humains encore attachés au siège du conducteur. Marcel contacta immédiatement la gendarmerie, qui arriva sur les lieux en moins d'une heure accompagné d'une équipe de la police scientifique et du médecin légiste départemental. L'excavation minutieuse du vélomoteur révéla une scène horrifiante. Les restes squelettiques de deux adolescents étaient encore présents sur le véhicule, l'un sur le siège conducteur et l'autre sur le siège passager, leurs corps ayant été préservés partiellement par la compression des véhicules au-dessus d'eux. Les vêtements d'été qu'ils portaient, shorts et t-shirts, étaient encore reconnaissables malgré les années et les éléments, et les sacs à dos trouvés avec eux contenaient des objets personnels qui permirent une identification immédiate. Les cartes d'identité de Julien Moreau et Alexandre Dubois,
ainsi que l'argent de poche qu'ils avaient emporté pour leur sortie à la plage 12 ans plus tôt. L'examen médico-légal initial révéla des détails troublants qui transformèrent immédiatement cette découverte d'un accident tragique en enquête criminelle. Les crânes des deux adolescents présentèrent des fractures qui n'étaient pas compatibles avec un accident de vélomoteur, mais plutôt avec des coups portés par un objet contondant. De plus, l'état du vélomoteur et sa position dans la casse suggéraient qu'il avait été placé là délibérément, puis recouvert par d'autres véhicules pour dissimuler les preuves. Les enquêteurs découvrirent également que cette casse particulière avait été fermée officiellement en 1991, 2 ans après la disparition des adolescents, mais qu'elle avait continué à être utilisée illégalement comme site de décharge pour des véhicules volés et accidentés. L'enquête qui s'ensuivit révéla que Julien et Alexandre n'étaient jamais arrivés à Palavas-les-Flots ce jour de juillet 1989, mais qu'ils avaient été interceptés quelque part sur la route, victimes d'un crime qui avait été soigneusement dissimulé pendant plus d'une décennie. L'enquête criminelle qui s'ouvrit immédiatement après la découverte des corps révéla progressivement une vérité beaucoup plus sombre que ce que les familles et les enquêteurs avaient imaginé pendant 12 ans de recherche. Les investigations menées par la brigade criminelle de Montpellier, dirigée par le commandant Pierre Rousseau, se concentrèrent d'abord sur l'historique de la casse automobile, où les corps avaient été découverts. Les registres révélèrent que la casse avait été officiellement exploitée par un certain Henri Marchand entre 1985 et 1991, mais que des activités illégales s'y étaient poursuivies bien après sa fermeture officielle. Marchand, maintenant âgé de 64 ans et vivant dans une maison de retraite à Nîmes, fut interrogé en premier, mais son état de santé mentale dégradé par la maladie d'Alzheimer rendait ses témoignages incohérents et peu fiables. Cependant, les enquêteurs découvrirent que plusieurs personnes avaient eu accès à la casse après 1991, notamment des membres d'un réseau de trafic de véhicules volés qui utilisaient le site pour démanteler et faire disparaître des voitures. L'analyse médico-légale approfondie des restes de Julien et Alexandre fournit des indices cruciaux sur les circonstances de leur mort. Le médecin légiste, Dr Catherine Lemoine, détermina que les deux adolescents étaient morts simultanément, probablement le jour même de leur disparition, à la suite de traumatismes crâniens multiples causés par un objet lourd et contondant. Les fractures observées sur leur crâne suggéraient qu'ils avaient été attaqués par surprise, sans avoir eu la possibilité de se défendre. Plus troublant encore, l'examen des vêtements et des objets personnels révéla que leur sac à dos avait été fouillé, mais que l'argent qu'ils transportaient était encore présent, éliminant le vol comme mobile principal du crime. Cette découverte orienta les enquêteurs vers l'hypothèse que les adolescents avaient été témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir, ou qu'ils étaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment. La reconstitution de l'itinéraire prévu par Julien et Alexandre le jour de leur disparition révéla une information cruciale. Pour se rendre à Palavas-les-Flots depuis Montpellier, ils auraient normalement emprunté la route départementale qui passait directement devant la casse automobile de Baillargues. Les enquêteurs théorisèrent que les deux amis avaient probablement fait un arrêt imprévu à la casse, soit par curiosité, soit parce qu'ils avaient eu un problème mécanique avec leur vélomoteur. Cette hypothèse fut renforcée par le témoignage d'un ancien employé de la casse, retrouvé grâce au registre de sécurité sociale, qui se souvenait d'avoir vu deux adolescents sur un vélomoteur bleu dans les environs de la casse durant l'été 1989, bien qu'il ne puisse pas préciser la date exacte. L'enquête prit une nouvelle dimension, quand les investigateurs découvrirent des liens entre la casse et une organisation criminelle locale spécialisée dans le trafic de véhicules volés et le blanchiment d'argent, révélant que Julien et Alexandre étaient probablement tombés sur une opération illégale en cours. La percée décisive dans l'enquête survint lorsque les enquêteurs réussirent à identifier et localiser Robert « Bobby » Delacroix, un ancien membre de l'organisation criminelle qui avait utilisé la casse de Baillargues comme base d'opération dans les années 1980 et début 1990. Delacroix, maintenant âgé de 53 ans et purgeant une peine de prison pour trafic de stupéfiants dans la prison de Luynes, accepta de coopérer avec les autorités en échange d'une réduction de peine.
Son témoignage révéla les détails choquants de ce qui s'était réellement passé le 23 juillet 1989. Selon Delacroix, lui et deux complices, Michel Garnier et Serge Bonneau, étaient en train de démonter une BMW volée dans la casse quand Julien et Alexandre étaient arrivés sur leur vélo moteur, apparemment attirés par la curiosité ou peut-être à cause d'une panne mécanique. Les deux adolescents avaient été témoins de l'opération de démantèlement et avaient reconnu la BMW comme étant un véhicule qui avait été signalé volé dans les journaux locaux quelques jours auparavant. Delacroix décrivit comment la situation avait rapidement dégénéré quand Julien avait naïvement mentionné qu'il reconnaissait la voiture et suggéré qu'il devrait contacter la police. Garnier, le leader du groupe, et un criminel endurci avec un casier judiciaire chargé de violence, avaient paniqué à l'idée que deux adolescents puissent les dénoncer et compromettre leur opération lucrative. Dans un accès de rage et de peur, il avait saisi une barre de fer utilisée pour démonter les véhicules et avait frappé Julien à la tête, le tuant instantanément. Alexandre, horrifié par ce qu'il venait de voir, avait tenté de s'enfuir mais avait été rattrapé par Bonneau et tué de la même manière pour éliminer le témoin. Delacroix admit qu'il avait été paralysé par la peur et n'avait pas tenté d'intervenir. Une lâcheté qui l'avait hanté pendant plus de 12 ans et qui l'avait finalement poussé à révéler la vérité. Les trois hommes avaient ensuite dissimulé les corps et le vélomoteur sous une pile de véhicules compactés, espérant que les preuves ne seraient jamais découvertes. Ils avaient également nettoyé méticuleusement la scène de crime et s'étaient débarrassés de leurs vêtements tachés de sang. Garnier avait ordonné à ses complices de ne jamais parler de l'incident, menaçant de les tuer s'ils révélaient quoi que ce soit. L'organisation avait continué ses activités illégales pendant encore 2 ans, avant que la pression policière et les conflits internes ne la fassent se dissoudre. Garnier était mort dans un accident de voiture en 1995, emportant ses secrets dans la tombe, tandis que Bonneau avait disparu de la circulation et était présumé mort ou en fuite à l'étranger. Le témoignage de Delacroix permit aux enquêteurs de reconstituer précisément les événements de ce jour tragique de juillet 1989, révélant que Julien et Alexandre étaient morts simplement parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, victimes de la violence aveugle de criminels qui ne pouvaient pas se permettre d'être dénoncés. La révélation de la vérité sur le sort de Julien et Alexandre eut un impact dévastateur sur leur famille, qui avait passé 12 années à espérer contre tout espoir que leur fils reviendrait un jour à la maison. Pour les parents de Julien, Monsieur et Madame Moreau, apprendre que leur fils était mort le jour même de sa disparition, tué brutalement pour avoir simplement été témoin d'un crime, fut un choc d'une cruauté inimaginable. Ils avaient maintenu sa chambre exactement comme ils l'avaient laissée, continuant à célébrer ses anniversaires et gardant l'espoir qu'ils franchiraient un jour leur porte d'entrée. La famille Dubois vécut un traumatisme similaire, Alexandre étant leur fils unique et le centre de leur univers. Ses parents avaient refusé de déménager de Montpellier malgré les offres d'emploi ailleurs, craignant qu'Alexandre ne puisse pas les retrouver s'il revenait. La confirmation que leur fils était mort depuis le début, et de manière si violente, transforma leur deuil d'une attente douloureuse en une colère profonde contre un système judiciaire qui n'avait pas réussi à découvrir la vérité plus tôt. Le procès de Robert Delacroix pour complicité de meurtre et non-assistance à personne en danger commença en 2003 et devint l'un des procès les plus suivis de la région. Bien que Delacroix ait coopéré avec les autorités et exprimé des remords sincères pour son inaction, les familles des victimes et l'opinion publique réclamaient justice pour 12 années de mensonges et de dissimulation. L'avocat de la défense plaida que Delacroix était lui-même une victime, terrorisé par Garnier et craignant pour sa propre vie s'il révélait la vérité. Cependant, le procureur argumenta que son silence prolongé avait causé des souffrances incommensurables aux familles et avait permis à d'autres crimes de rester impunis. Le témoignage le plus poignant vint des parents des victimes, qui décrivirent les 12 années d'angoisse, d'espoir déçu et de recherche désespérée qu'ils avaient endurées, ne sachant jamais si leur fils était vivant ou mort. L'enquête élargie qui suivit les révélations de Delacroix permit de résoudre plusieurs autres affaires de véhicules volés et de découvrir l'étendue des activités criminelles qui avaient eu lieu dans la casse de Baillargues.
Les autorités découvrirent que l'organisation dirigée par Garnier avait été responsable du vol de plus de 200 véhicules entre 1987 et 1991, générant des profits estimés à plusieurs millions de francs. Plus troublante encore, les enquêteurs trouvèrent des preuves suggérant que Julien et Alexandre n'étaient peut-être pas les seules victimes de la violence du groupe. Plusieurs personnes avaient été portées disparues dans la région durant cette période, et bien qu'aucun lien direct n'ait pu être établi, les similitudes dans les circonstances soulevèrent des questions inquiétantes sur d'autres crimes potentiels. La découverte tardive de la vérité souleva également des questions importantes sur les méthodes d'investigation utilisées en 1989 et sur les raisons pour lesquelles la casse de Baillargues n'avait pas été fouillée de manière approfondie lors des recherches initiales. L'analyse rétrospective de l'enquête originale de 1989 révéla plusieurs défaillances qui avaient empêché la découverte plus précoce des corps de Julien et Alexandre. Le commandant Rousseau, qui dirigeait l'enquête actuelle, découvrit que la casse de Baillargues avait bien été visitée par les gendarmes en juillet 1989, mais que la fouille avait été superficielle et s'était concentrée uniquement sur les bâtiments et les véhicules visibles en surface. Les enquêteurs de l'époque n'avaient pas pensé à examiner les piles de voitures compactées, considérant qu'il était improbable que deux adolescents sur un vélomoteur puissent se retrouver sous des tonnes de métal. Cette négligence, bien que compréhensible étant donné les moyens technologiques limités de l'époque, avait coûté 12 années de souffrance aux familles. De plus, les registres montraient que Henri Marchand, le propriétaire officiel de la casse, avait été interrogé mais avait nié toute connaissance de la disparition des adolescents. Un mensonge qui n'avait pas été détecté à l'époque, car les enquêteurs n'avaient pas connaissance des activités illégales qui se déroulaient sur son terrain. L'impact de l'affaire sur la communauté de Montpellier fut considérable, soulevant des questions sur la sécurité des jeunes et l'efficacité des forces de l'ordre local. Les parents d'autres adolescents qui avaient été amis avec Julien et Alexandre exprimèrent leur colère et leur inquiétude, réalisant que leurs propres enfants auraient pu facilement être les victimes de cette violence aléatoire. L'affaire déclencha également un débat public sur la surveillance des sites industriels abandonnés et la nécessité de contrôles plus stricts sur les activités de démantèlement automobile. Le maire de Montpellier annonça la mise en place d'un programme de surveillance renforcé des sites industriels désaffectés et l'installation de caméras de sécurité dans les zones à risque pour prévenir de futurs crimes. Le procès de Delacroix se conclut en 2004 par une condamnation à 15 ans de prison pour complicité de meurtre, une sentence que beaucoup considérèrent comme insuffisante compte tenu des souffrances causées par son silence. Cependant, le juge souligna que la coopération de Delacroix avait été essentielle pour découvrir la vérité et que sa peur genuine de Garnier constituait une circonstance atténuante. Les familles des victimes exprimèrent des sentiments mitigés concernant le verdict. Bien qu'elles fussent soulagées de connaître enfin la vérité, elles estimaient que justice n'avait pas été pleinement rendue pour leur fils assassiné. Les funérailles de Julien et Alexandre eurent lieu en décembre 2004, 15 ans après leur mort, dans une cérémonie émouvante qui rassembla des centaines de personnes venues rendre hommage aux deux adolescents et soutenir leurs familles dans leur deuil tardif, mais nécessaire. Les années qui suivirent la résolution de l'affaire furent marquées par des changements significatifs dans les procédures d'enquête et les politiques de sécurité publique en France. L'affaire Moreau-Dubois, comme elle fut officiellement désignée, devint un cas d'étude dans les écoles de police et de gendarmerie, illustrant l'importance de fouilles exhaustives et de la persistance dans les enquêtes de personnes disparues. Le ministère de l'Intérieur utilisa cette tragédie pour justifier l'allocation de ressources supplémentaires aux unités spécialisées dans les disparitions, incluant l'acquisition d'équipements de détection plus sophistiqués et la formation d'équipes cynophiles, spécialisées dans la recherche de restes humains. La famille Moreau établit une fondation en mémoire de Julien, dédiée à l'amélioration des techniques de recherche et au soutien des familles de personnes disparues, tandis que les parents d'Alexandre créèrent un programme de bourse d'études pour les jeunes défavorisés de Montpellier, perpétuant ainsi l'esprit généreux de leur fils. L'impact psychologique sur la communauté locale perdura longtemps après la conclusion du procès.
beaucoup d'habitants de Montpellier qui avaient participé aux recherches initiales en 1989 exprimèrent des sentiments de culpabilité et de frustration, réalisant qu'ils avaient peut-être marché près de l'endroit où reposaient les corps sans le savoir. Les anciens camarades de classe de Julien et Alexandre, maintenant adultes avec leur propre famille, organisèrent des réunions commémoratives annuelles pour honorer la mémoire de leurs amis et sensibiliser les jeunes générations aux dangers que peuvent représenter les rencontres fortuites avec des criminels. Ces événements devinrent des moments importants de cohésion communautaire, transformant une tragédie en opportunité d'éducation et de prévention. La case de Baillargues fut définitivement fermée et décontaminée en 2005, puis transformée en parc public dédié à la mémoire de Julien et Alexandre. Le site, rebaptisé Parc de l'Amitié, comportait un mémorial sobre mais émouvant, composé de 2 bancs disposés côte à côte face à un petit étang, symbolisant l'amitié éternelle des 2 adolescents. Une plaque commémorative rappelait leur histoire et portait l'inscription « À Julien et Alexandre », dont l'amitié transcende le temps et dont la mémoire nous rappelle la préciosité de chaque jour. Le parc devint rapidement un lieu de recueillement pour les familles et un espace de sensibilisation où des panneaux informatifs éduquaient les visiteurs sur la prévention de la criminalité et l'importance de signaler les activités suspectes. L'affaire eut également des répercussions sur la législation française concernant les sites industriels abandonnés et la responsabilité des propriétaires dans la surveillance de leur terrain. L'héritage de l'affaire Moreau-Dubois s'étendit bien au-delà des frontières de Montpellier, influençant les pratiques d'investigation criminelle dans toute l'Europe. En 2007, l'Union européenne adopta les protocoles Julien-Alexandre, un ensemble de directives standardisées pour les enquêtes de personnes disparues qui exigeaient des fouilles systématiques de tous les sites industriels et dépôts de véhicules dans un rayon de 50 km autour du dernier lieu connu de la victime. Ces protocoles incluaient également l'utilisation obligatoire de technologies de détection avancées, comme les radars à pénétration de sol et les chiens spécialement entraînés pour détecter les restes humains anciens. La formation des enquêteurs fut également révisée pour inclure des modules spécifiques sur la psychologie criminelle et les méthodes de dissimulation utilisées par les organisations criminelles. L'efficacité de ces nouvelles procédures se manifesta rapidement. Dans les 5 années suivant leur mise en place, plus de 40 affaires de personnes disparues furent résolues grâce à des découvertes dans des sites industriels abandonnés à travers l'Europe. Les familles Moreau et Dubois trouvèrent progressivement un sens à leur tragédie, en devenant des défenseurs actifs des droits des victimes et de l'amélioration des procédures judiciaires. Monsieur Moreau, qui avait pris sa retraite anticipée de l'enseignement après la découverte des corps, se consacra entièrement au travail de la Fondation et devint un expert reconnu en technique de recherche de personnes disparues. Il collabora avec des agences internationales pour développer des bases de données transfrontalières et des systèmes d'alerte précoce qui permettaient de coordonner les recherches au niveau européen. Madame Dubois, quant à elle, se spécialisa dans l'accompagnement psychologique des familles de victimes, utilisant sa propre expérience de 12 années d'incertitude pour aider d'autres parents à naviguer les complexités émotionnelles de la disparition d'un enfant. L'impact technologique de l'affaire fut également significatif, catalysant le développement de nouvelles technologies de recherche et d'identification. Les difficultés rencontrées pour localiser les corps sous les véhicules compactés inspirèrent la création d'équipements de détection plus sensibles et de techniques d'excavation moins destructives. Des entreprises spécialisées développèrent des robots d'exploration capables de pénétrer dans des espaces confinés et des systèmes d'imagerie tridimensionnelle pour cartographier les sites de recherche. Ces innovations technologiques, initialement développées pour les enquêtes criminelles, trouvèrent ensuite des applications dans d'autres domaines comme l'archéologie et la recherche de survivants lors de catastrophes naturelles. L'affaire devint également un sujet d'étude pour les criminologues et psychologues, qui analysèrent les facteurs qui avaient permis à Delacroix de garder le silence pendant 12 ans et les mécanismes psychologiques qui l'avaient finalement poussé à révéler la vérité. L'analyse psychologique approfondie de Robert Delacroix et de son silence prolongé révéla des aspects fascinants de la psychologie criminelle et du traumatisme des témoins.
Les experts en criminologie qui étudièrent son cas identifièrent ce qu'ils appelèrent le syndrome du témoin paralysé, un état psychologique où un individu devient incapable de révéler un crime dont il a été témoin en raison d'un mélange complexe de peur, de culpabilité et de mécanismes de survie psychologique. Delacroix avait développé des stratégies d'évitement sophistiquées, incluant l'abus d'alcool et de drogue pour supprimer ses souvenirs, ainsi que des comportements compulsifs qui l'aidaient à éviter de penser aux événements traumatisants. Les psychiatres qui l'examinèrent découvrirent qu'il souffrait de cauchemars récurrents et d'épisodes de panique depuis 1989, mais qu'il n'avait jamais cherché d'aide professionnelle par peur que ses symptômes ne révèlent son secret. Son témoignage final fut motivé non seulement par le désir d'une réduction de peine, mais aussi par un besoin psychologique profond de se libérer du fardeau qu'il portait depuis plus d'une décennie. L'impact de l'affaire sur la perception publique de la justice et de la sécurité fut considérable, générant des débats nationaux sur l'efficacité du système judiciaire français et la nécessité de réformes structurelles. Les médias analysèrent en détail les défaillances de l'enquête originale, soulevant des questions sur la formation des enquêteurs, les ressources allouées aux affaires de personnes disparues et les protocoles de coordination entre différentes agences. Cette scrutinisation publique conduisit à des réformes significatives, incluant la création d'une unité nationale spécialisée dans les affaires de disparition non résolues et l'établissement de standards minimums pour les enquêtes de personnes disparues. Le gouvernement alloua également des fonds supplémentaires pour la formation continue des forces de l'ordre et l'acquisition d'équipements de recherche modernes. Les répercussions internationales de l'affaire continuèrent à se manifester des années après sa résolution, avec des pays du monde entier, adoptant des éléments des protocoles Julien-Alexandre et invitant les experts français à partager leur expérience. L'affaire devint un cas d'étude standard dans les programmes de formation des enquêteurs internationaux, et les méthodes développées pour résoudre le mystère furent adaptées à différents contextes culturels et juridiques. Des conférences internationales sur les personnes disparues incluaient systématiquement des présentations sur l'affaire Moreau-Dubois, et les innovations technologiques qu'elle avait inspirées furent exportées vers des pays confrontés à des défis similaires. L'héritage éducatif de Julien et Alexandre perdura à travers les programmes scolaires qui utilisaient leur histoire pour enseigner aux jeunes l'importance de la prudence et de la communication avec les adultes de confiance. Aujourd'hui, plus de 3 décennies après cette tragique journée d'été de 1989, l'histoire de Julien Moreau et Alexandre Dubois continue de résonner comme un rappel poignant de la fragilité de la vie et de l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité. Le parc de l'Amitié à Bayargues est devenu un lieu de pèlerinage pour les familles de personnes disparues du monde entier, qui viennent y puiser l'espoir et la force de continuer leurs propres recherches. Les 2 bancs face à l'étang, où reposent souvent des fleurs fraîches déposées par des visiteurs anonymes, symbolisent non seulement l'amitié éternelle de 2 adolescents, mais aussi la solidarité humaine face à la tragédie. Chaque année, le 23 juillet, une cérémonie commémorative rassemble les familles, les enquêteurs et les membres de la communauté pour honorer la mémoire de Julien et Alexandre, mais aussi pour célébrer les progrès accomplis dans la protection des jeunes et la résolution des affaires de personnes disparues. Les innovations technologiques et procédurales inspirées par leur affaire ont sauvé des centaines de vies et résolu des milliers de cas à travers le monde. Les protocoles Julien-Alexandre sont maintenant enseignés dans plus de 50 pays, et les technologies de recherche développées suite à leur découverte continuent d'évoluer avec les avancées scientifiques. Robert Delacroix, libéré en 2015 après avoir purgé sa peine, vit désormais dans l'anonymat mais continue de coopérer avec les autorités pour résoudre d'autres affaires non élucidées de la même époque. Son témoignage tardif, bien qu'il ait causé des années de souffrance supplémentaires, a finalement permis aux familles de faire leur deuil et de transformer leur douleur en actions positives. L'héritage de Julien et Alexandre transcende leur tragédie personnelle pour devenir un symbole d'espoir et de persévérance. Leurs noms sont gravés non seulement sur la plaque commémorative du parc, mais aussi dans les annales de la justice française,
comme catalyseur d'un changement positif qui continue de protéger d'autres jeunes. Les fondations créées en leur mémoire ont financé des centaines de bourses d'études, formé des milliers d'enquêteurs et soutenu des familles dans le monde entier. Leur histoire rappelle que même dans les circonstances les plus tragiques, l'amour, la détermination et la solidarité humaine peuvent triompher de l'injustice et créer un monde plus sûr pour les générations futures. Ainsi, 2 adolescents partis pour une simple journée à la plage en 1989 sont devenus, à travers leur mort tragique et la découverte tardive de la vérité, des gardiens posthumes de la sécurité de milliers d'autres jeunes, prouvant que même les vies interrompues trop tôt peuvent avoir un impact durable et positif sur le monde.